Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. J'espère qu'il restera assez de luminosité pour que je puisse tourner cette vidéo en même temps parce que je vous avoue qu'il est quand même assez tard. Mais j'ai le temps et je me suis dit comme ça ce sera fait, ce sera filmé, ce sera littéralement dans la boîte. Oui, expression de 80, expression très vieille. Bref, nouvelle update lecture avec deux bonnes lectures en vrai. Et une moins bonne et une où vraiment je comprends pas. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais là on finira par un livre où j'ai eu envie de balancer le livre à travers mon appartement parce que c'est ce que je lis, c'est pas ce qu'on m'a vendu dans le résumé, c'est pas ce que je m'attendais à trouver et ça me fatigue. Et en plus, j'ai lu ça à une période où franchement j'avais très peu de patience. Vraiment, quand ça ne va pas dans ma vie, en général je lis pas. Là, je continue à lire et j'ai continué à lire au mois d'avril pour éviter de ressasser et de déprimer. Et donc en fait, si le livre me fatigue et m'agace, c'est contre-productif. Voyez, peut-être qu'à un autre moment, j'aurais fait un effort, j'aurais fait plus d'efforts et j'aurais continué. Mais là, en l'état, c'était pas possible. Bref, on y reviendra à la fin de l'update. On va d'abord commencer avec un autre abandon, un abandon qui était un peu plus prévisible. Encore que. Le livre en question, c'est Timelapse de Nadia Richard. Ça faisait très longtemps qu'il était dans ma palle. Je l'ai mis dans ma palle de mars. Non, d'avril. Non, de mars. Oui, je l'ai mis dans ma palle de mars en mode c'est une dernière chance. Je le mets dans la palle. Soit je le lis et bah du coup il sera sorti de ma palle. Soit je le lis pas et il sortira de ma palle quand même. Vous voyez ? Je l'ai commencé parce que je me suis dit, allons-y, let's go. Là, pour le coup, j'étais dans un assez bon mood encore, on va dire, fin mars. Je l'ai commencé. On va suivre une jeune fille qui se rend compte que le temps s'arrête et repart un petit peu comme il veut, de temps en temps. Quand le temps s'arrête, elle est la seule à continuer à vivre. C'est-à-dire que les gens s'arrêtent, se fichent, ça devient des statues. Sa mère, son père, tous les gens de la ville, tout s'arrête, vraiment, même les feuilles, genre elles restent en suspens, etc. Mais elle peut continuer à se déplacer, à marcher, à manger, voilà. Elle s'est pas arrêtée. Donc, bon, au bout d'un moment, elle additionne 1 et 1 et elle se rend compte que si tout le monde s'arrête sauf elle, c'est peut-être elle qui arrête le temps, et elle va essayer comme ça de comprendre ce qui se passe. Sauf que, on est sur une adolescente, jeune adulte, qui est dans sa première année de fac, un truc comme ça, et elle a encore des réflexions très adolescentes, vraiment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle va rencontrer un nouveau qui arrive à la fac et tout, elle le trouve très beau. Et en fait, ça va venir un petit peu éclipser toute cette histoire d'arrêt du temps et de jouer avec le temps. Elle est en mode, elle est trop beau, il faut que je le voie, il faut que je le contacte, il faut que... Et t'es en mode, mais... T'avais une question sur le temps là, comment ça s'arrête, comment ça se passe, c'est quoi ce délire, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est pas toi, est-ce que comment ça fonctionne et tout. Et vraiment, non, elle est en mode draguer le mec, faire mes cours, faire mes photos, aller en cours. Et en fait, on passe beaucoup plus de temps à la suivre dans son quotidien classique que avec cette histoire d'arrêt du temps. Si on enlève cette histoire d'arrêt du temps, bah, ça devient une histoire normale où tu suis une meuf qui va à la fac, qui fait ses cours de photo, qui rencontre un mec qui l'intéresse, qu'elle trouve très beau, mais une de ses potes le trouve très beau aussi, du coup c'est un peu une compétition, enfin, j'étais en mode mais ça m'intéresse pas de suivre sa vie quotidienne, enfin voilà, et vous le savez si vous me suivez, tout ce qui est SF, genre arrêt du temps, jouer avec le temps, voyage dans le temps, c'est pas trop mon truc non plus. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi je continue ? Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. C'est pas mal écrit, c'est pas nul à chier, c'est pas inintéressant, loin de là. C'est juste que bah ça m'intéresse pas, moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que si j'avais lu ça plus jeune, ça m'aurait plu, et c'est pas une critique du tout parce que comment dire, c'est pas parce que j'arrive pas à le lire que ça m'intéressera personne et que les gens de 40 ans ne pourront pas le lire. Vraiment pas, c'est juste que les thématiques abordées m'intéressent pas, et j'ai lu ça fin mars, donc suivre une jeune fille qui tombe amoureuse du mec de la fac super beau, j'étais pas forcément dans le bon mood pour lire ça. Vous voyez, c'est pas le... Voilà, et en plus, j'ai pas ouvert ce livre pour avoir une romance, j'ai pas ouvert ce livre pour suivre quelqu'un qui va à la fac et qui suit des cours, elle fait des cours de photo, elle fait un concours de photo et machin et bidule. J'ai pas ouvert ce livre pour ça.
Moi, je voulais cette histoire d'arrêt du temps, de jouer avec le temps, et ce n'est que secondaire. En fait, j'ai l'impression que ce n'est qu'une excuse pour l'autrice pour écrire l'histoire qu'elle voulait écrire. Elle a mis cette histoire d'arrêt du temps, mais en vrai, bah, ça flop. Avec moi, en tout cas, ça flop. J'ai lu 84 pages, 85, je crois. Ça change pas grand-chose. Et ouais, je me suis un peu identifiée au personnage principal, parce que moi-même été à la fac, etc. Je revoyais les bâtiments dans lesquels moi j'avais été en cours, on l'a su quand même dans certains cours, etc. etc. Mais peut-être que j'aurais dû lire ce livre quand j'étais encore à la fac, dans ce mood de cours, de devoir, d'aller en cours, avec des gens, etc. Mais là, en fait, je voyais ça beaucoup plus imaginaire que ça ne l'est. Et du coup, ça m'a pas convaincue. Ensuite, je suis passée à de la fantasy, je dirais. Fantastique pour le coup, c'est sûr. Donc, La guerre des clans, le cycle 2, La dernière prophétie, et le livre 3, Aurore, écrit par Erin Hunter. En gros, dans cette saga, donc du coup c'est le deuxième cycle, on suit des chats. Des chats qui vivent à l'état sauvage dans une forêt. Ils ont toute une organisation, ils sont divisés en 4 clans. Il y a des chefs de clan, des lieutenants, des chattes qui s'occupent de leurs chatons parce qu'elles viennent de mettre bas, un truc comme ça, vous voyez. Je sais pas si on dit mettre bas pour les chats, mais vous avez compris. Il y a aussi des guerriers, et puis il y a des apprentis, et puis donc il y a les chatons qui sont surveillés. Il y a aussi les anciens qui ont un statut bien à part. Il y a un guérisseur, un apprenti guérisseur, enfin vraiment il y a toute une structure, et chaque clan est structuré de la même manière, donc ça fait beaucoup de chats à suivre. Dans le cycle 1, quand ça démarre, on suit un jeune chaton qui vit dans une maison, donc qui pour le coup n'est pas sauvage. Mais bon, il va s'échapper de la maison où il vit et atterrir dans la forêt et se débrouiller pour s'intégrer au clan, sachant que c'est pas très répandu qu'un chat extérieur vienne dans les clans, mais lui, il va s'intégrer. Et donc en fait, dans le cycle 1, on suit vraiment ce chaton qui va suivre tout le parcours. Donc il est chaton, il va être un petit peu recueilli par une mère, si on veut, pour qu'elle l'élève avec d'autres chatons. Puis il va devenir apprenti, il va faire son apprentissage, il va ensuite devenir guerrier, etc. Et puis on le voit vraiment évoluer au cours du cycle 1, c'est lui qu'on suit principalement. Je sais plus quel est son nom de chat domestique. C'est ça le terme, chat domestique. Je sais plus quel est son nom de chat domestique, mais voilà, on le suit. Et aussi la particularité, c'est que à chaque étape de la vie du chat, il change de nom. Donc il a un nom de chaton, un nom d'apprenti, un nom de... Voilà, il change de nom jusqu'au... Le plus haut grade, c'est le chef de clan, qui a un nom différent, et qui a les fameuses 7 vies de chat. 9 vies de chat. Bref, et ici on est donc dans un cycle 2. Donc ça démarre... en fait, au début du cycle 2, on retrouve les clans et les chats tels qu'on les a laissés à la fin du cycle 1, évidemment, donc c'est mieux d'avoir lu le cycle 1, sinon ça spoil de ouf. Et dans ce cycle 2, donc la dernière prophétie, le clan des étoiles, qui sont en fait à la fois les ancêtres et les chats décédés du coup des clans, et du coup la religion un petit peu des clans. Les clans croient au clan des étoiles, les étoiles là-haut les guident, leur envoient des signes, leur répondent, leur envoient des rêves, etc. etc. Et donc le clan des étoiles envoie une nouvelle prophétie au clan qu'on suit. Et ça va changer toute la dynamique entre les clans, à l'intérieur des clans, parce qu'il y a quand même 4 clans qui sont quand même séparés les uns des autres. Ils sont pas en guerre, mais il en faut très peu pour que 2 clans entrent en guerre, vous voyez justement. Et donc là, cette prophétie va à la fois rapprocher certains membres de clans différents, mais éloigner les clans de manière générale quand même. Enfin bref, ça va mettre un petit peu un sacré bazar là-dedans. Et donc on suit principalement 6 chats, je crois, qui partent dans une espèce de quête au cours du tome 1. Donc dans le tome 1, on suit en parallèle les chats qui partent faire une quête de fantaisie, vraiment, et la vie à l'intérieur du clan du tonnerre, principalement qu'on suit, il me semble que c'est le clan du tonnerre. Voilà, la vie dans la forêt, au sein du clan, etc., etc. Dans le tome 2, on a suivi principalement les chats qui étaient partis vers la quête qu'ils doivent réaliser. Et ici, dans ce tome 3, c'est un peu le retour
des chats qui ont mené la quête, et comment leur message qu'ils ramènent va être interprété par les clans. Est-ce que tous les clans vont réussir à se mettre d'accord? Quelles décisions prendre? Et aussi et surtout, dans ce cycle-là, les hommes ont leur part de responsabilité, puisque donc les chats vivent dans la forêt, et les hommes, qui vivent pas très loin de la forêt, décident de faire des travaux dans cette forêt, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, les chats sont un peu en mode, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est genre notre territoire, mais les hommes, ils s'en foutent en fait que ce soit le territoire des chats. Ils en ont rien à battre, ils en ont même pas conscience. Et donc, voilà, tous ces éléments mis bout à bout, ça vient vraiment chambouler la vie des clans. Et ici, on est un peu sur un tome de transition parce que, avec ce qu'on a déjà eu dans les tomes 1 et 2, la décision qu'ils vont finir par prendre, on la connaît d'avance. C'est juste que les clans ont un peu de mal à la prendre parce que c'est une décision lourde de conséquences, irrévocable limite. Et ils sont 4 clans, 4 chefs de clan. Pas forcément tous d'accord, ils n'ont pas forcément toute la même logique, ils sont pas au même endroit dans la forêt, et les hommes n'ont pas attaqué toute la forêt, vous voyez, donc les clans sont pas au même niveau face à toutes ces problématiques. Et donc voilà, ce tome-là, c'est un peu mettre en place les choses, prendre des décisions, revenir sur ces décisions, discuter et rediscuter jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Ça prend un peu de temps. C'est un peu politique ici. Mais c'est pas dérangeant. Moi, j'aime beaucoup cette saga. J'aime bien suivre les chats, les voir évoluer, voir qui devient un guerrier, qui devient une guerrière, qui a des rêves envoyés par le clan des étoiles, qui devient guérisseuse, comment on guérit. Puis parfois, il y a des retournements de situation. Il y a des chats qui ont des accidents, qui disparaissent, qui sont enlevés, qui partent et qui ne reviennent pas. Et en fait, des fois, en tant que lecteur-lectrice, on a l'info de où le chat est parti, mais les clans non. Et des fois, on n'a pas l'info, genre personne n'a l'info, tu vois. Le chat, il a juste, pouf, parti, disparu, et on sait pas où il est, quoi. Et donc voilà, il y a pas mal de... Vraiment, je sais pas comment l'autrice arrive à se retrouver avec tous ces chats, tous ces univers, et toutes ces... Il y a en fait la quête de fantaisie principale qu'elle a tracée, vous voyez, mais il y a plein de petits chemins et plein de petites intrigues différentes qui se recoupent. Il y a évidemment des chats qui tombent amoureux, qui se mettent ensemble, qui font des chatons, qui sont dans des clans différents, et puis qui reviennent dans le même clan, et puis tu découvres que tel chat est le fils de tel autre chat, alors que, vous voyez, ça part un peu dans tous les sens, mais on garde quand même cette idée de quête de fantaisie principale. Et franchement, c'est hyper bien écrit, vraiment. Je sais pas si je vous aurais donné envie de découvrir la saga avec tout ce blabla, mais en tout cas, je vous encourage à lire parce que moi, j'adore. On va continuer à parler de chat avec le livre suivant qui est donc Amandine Malabule, la sorcière a peur de l'eau de Jill Murphy. Il me semble que c'est le tome 3. Non, c'est le tome 4. J'aime bien cette saga, vraiment j'aime beaucoup cette saga. Ça m'a fait un peu de mal de lire ce tome-là, j'en ai parlé en vlog. En gros, dans cette saga, on suit Amandine Malabule, qui au tout début du tome 1 entre en première année à l'école de sorcellerie. C'est une sorcière, il n'y a que des sorcières là-bas. Et on suit donc son quotidien dans l'école, parfois les cours qu'elle a, les cours de vol de ballet notamment, les petites histoires qu'il peut y avoir entre les sorcières, entre ses copines, pas ses copines, la première de la classe qui est son ennemie juré, etc. etc. Et Amandine Malabule a une petite tendance à faire des conneries quand même et à faire preuve de malchance. Vraiment, elle a pas beaucoup de chance dans la vie. Ça lui retombe toujours dessus. C'est catastrophique. Ici, dans ce tome-là, c'est la suite directe du tome d'avant. C'est-à-dire que dans le tome d'avant, elle a fait une bonne action presque malgré elle. Et en récompense de cette bonne action, il y a un sorcier qui va l'inviter à passer des vacances dans sa demeure à lui. Et il n'invite pas que Amandine Malabule, il invite toute sa classe, parce que pourquoi pas. Donc ici, on est sur le deuxième semestre de la deuxième année, puisque c'est le quatrième tome de la saga. Et donc voilà, toute la classe part en vacances au bord de l'eau, comme le titre l'indique. Et comme j'ai pu le dire en vlog, du coup, dans cette saga, chaque sorcière a un chat. Et au début de ce tome-là, la directrice de l'école explique à Amandine Malabule que son chat ne répond pas à toutes les qualités d'un chat à toutes les qualités qu'on attend d'un chat, d'une sorcière, et qu'il y a une de ses camarades qui est partie de l'école parce qu'elle a déménagé en laissant son chat sur place. Donc Amandine doit abandonner son chat et prendre le nouveau qu'on lui donne. Évidemment, ça lui plaît pas, et ça va entraîner toute une succession de décisions contre la directrice.
en secret, en cachette évidemment, mais ça va se retourner contre elle. Mais franchement, j'ai bien aimé la fin de ce livre, de ce tome-là, cette espèce de twist elle a toujours... Elle est toujours pleine de malchance, elle va toujours de catastrophe en catastrophe, les décisions qu'elle prend sont juste les pires qu'elle peut prendre à chaque fois. Mais parfois, rarement, mais parfois, ça tourne bien. Bon, ça tourne pas tout à fait bien non plus. Mais franchement, j'ai bien aimé. J'ai eu un peu de mal avec cette histoire de chat abandonné, parce que bon, bah voilà. Mais j'aime beaucoup cette saga. Vraiment, je la trouve hyper cool à lire, hyper fraîche. Et on a un petit peu cette anti-héroïne, malgré elle, mais extrêmement attachante. C'est vraiment très cool. On en arrive maintenant à mon petit coup de gueule. Vraiment, en plus j'étais motivée à lire ce livre, je me suis déterre toute seule, je me suis challengée quasiment toute seule, je me suis dit vas-y, go, c'est le moment. Un échec. Un échec cuisant, donc j'ai lu 9, le tome 1, c'est arrivé la nuit, de Marc Lévy, enfin j'ai lu 83 pages, parce que j'aime rien dans ce livre, en fait. J'allais dire, je vais commencer par le résumé, mais je peux même pas commencer par le résumé parce que c'est une des raisons qui m'a fait abandonner le livre. Le résumé est, selon moi, mensonger. On nous vend un groupe de hackers qui font des trucs de ouf pour combattre le crime. T'as l'impression que c'est un petit peu des Robins des Bois contemporains, en mode ils hackent des banques, ils font des trucs, ils transfèrent de l'argent pour arrêter des criminels, pour aider les gens. T'as l'impression que c'est vraiment des trucs de ouf, et en vrai, bah, tu te retrouves à suivre une meuf qui vit en Norvège ou un pays nordique comme ça, là, qui se balade dans la rue, qui tente un hacking, mais en fait ça se passe pas très bien. Du coup, ils sont censés pas se rencontrer et communiquer par internet, enfin par messagerie interposée uniquement. Résultat, ils se retrouvent à 3 en Norvège sur place alors qu'ils sont pas censés communiquer ensemble, et t'es en mode mais ça n'a aucun sens. Tout ça entrecoupé avec une espèce d'interview d'un des membres de ce groupe de hackers qui explique que ça a mal tourné, ils en sont arrivés à un point où c'était catastrophique, mais faut revenir en arrière en Norvège pour qu'on t'explique ce qui s'est passé avant. Ça me saoule. Vraiment, ça me fatigue. Arrivé là, j'étais en mode, mais ça n'a aucun sens. Donc, on va suivre une jeune femme qui vit en Norvège et qui a pour mission de hacker un ordinateur portable. Pourquoi, comment, pour qui, on sait pas. Posez pas de questions. Elle doit hacker ce truc-là. C'est l'ordinateur portable d'un mec pas très... qui fait des trucs pas très légaux. Mais vraiment, on n'a pas d'infos. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, on sait rien. Elle doit juste hacker ça. C'est prévu, tel jour, telle heure et tout. Elle doit s'installer en terrasse. Je sais pas qui a décrété qu'elle devait s'installer en terrasse en Norvège. Mais bref, elle doit s'installer en terrasse. Sauf que, elle peut pas s'installer en terrasse parce qu'il fait pas beau. Donc la terrasse est pas ouverte, tu vois. Donc elle s'installe dedans, à l'intérieur de l'hôtel, avec lui. Résultat, elle se fait choper, elle se fait repérer. Donc mini course-poursuite dans Oslo, mais bon bah, elle s'en sort bien. Parce que... En fait, il n'y a pas vraiment de suspense. Hein. Vouloir mettre un suspense aussitôt dans un livre, et quand je vous dis aussitôt, c'est dans les 10 premières pages. Ça sert à rien. Parce que... Enfin, bref. Donc elle s'en sort, et là, bim, non seulement elle s'en sort, mais en plus, alors que c'était pas prévu, que ça se passe pas comme ça normalement, que ça n'a aucun sens de faire ça, mais un autre membre du groupe de hackers était présent sur place, a réussi à hacker le truc, lui donne rendez-vous plus tard dans la journée pour lui donner ce qu'il a hacké, alors qu'ils sont pas censés être en contact. Il est pas censé être à Oslo, ça n'a aucun sens. Vraiment. Et donc en parallèle, on a toujours l'interview de on ne sait qui répond aux questions de on ne sait qui sur ce groupe de hackers. En fait, tu peux pas d'un côté m'expliquer que c'est un groupe de hackers super super secret et que donc tu ne présentes pas les personnages parce que je sais pas qui sont qui et qui fait quoi et qui va où. Et de l'autre côté, balancer tout à une journaliste qui clairement a l'info de qui est qui, etc. Ils sont censés être 9, on n'en connaît aucun, on n'a aucun détail sur qui est qui habite où, quelle mission, enfin genre j'étais en mode mais je comprends rien de ce que je lis, ça n'a aucun sens. Et alors, d'un coup, comme ça, on bascule à Madrid, parce que pourquoi pas, avec un nouveau hacker, et là vraiment c'était la goutte d'eau pour moi,
qui nous explique que il va à la fac, qu'il a rencontré une jeune fille, et puis il est triste parce que sa sœur elle est partie à Boston, du coup il communique par mail, ça dure des pages et des pages, hein. Vraiment on suit sa vie à Madrid. Et puis ensuite, sa copine elle part déménager, elle déménage à Boston également, du coup il est triste parce que c'est une relation à distance, et puis elle lui manque, et puis elle lui manque, et puis il lui écrit un mail, et puis elle lui manque, et puis elle lui manque, et... On m'a vendu. Je vais vous lire le résumé après. Hein. Mais vraiment, on te vend un truc en mode course-poursuite, en mode hacker de ouf, en mode tour du monde, et on se retrouve avec un truc bancal qui se passe à Oslo qui n'a aucun sens, aucune mise en contexte, suivi d'une quinzaine, vingtaine de pages avec Jean-Jacques qui me parle de sa vie quotidienne à Madrid. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Non, mais vraiment, je suis désolée, qu'est-ce que j'en ai à faire? Et en plus, j'étais pas patiente au moment où j'ai commencé ce livre. Non, mais j'en ai parlé en vlog. J'étais à un stade où vraiment, il me fallait un truc. En fait, il fallait que lire le livre que je lis, ça me happe. Ça me déconnecte le cerveau de tout le reste dans ma vie, littéralement. Et juste, je suis les personnages et j'avance avec eux. Et là, toutes les 3 lignes, je soupire. Parce que je suis pas du tout emportée avec eux, parce que je comprends. En fait, il y a rien qui va, il n'y a aucune structure à la narration. Il n'y a rien qui est présenté, il n'y a rien qui est mis en place. C'est ce que je disais par rapport au BD adulte, mais vraiment, c'est une littérature adulte, et en gros, c'est démerde-toi ma fille, quoi. T'as lu le résumé, tu crois que t'as compris, mais en fait, pas du tout. Je raconte ce que j'ai envie, parce que j'en ai rien à faire. Puis en plus, c'est Monsieur Barclay-Clévis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais vraiment. Donc le résumé. Ils sont 9, ils sont amis, partagent leurs secrets, affrontent les mêmes dangers, et pourtant, ils ne se sont jamais rencontrés. C'est faux. Au bout de 3 pages, j'en ai déjà 2 qui se sont rencontrés. Bref, une course folle et terrifiante dans les rues d'Oslo, Madrid, Paris, Tel Aviv, Istanbul et Londres, et un pari dangereux, s'attaquer à la vilainie du monde. Ah non mais ça vend du rêve, le résumé vend du rêve, vraiment, j'étais là mais vas-y go en fait, ça a l'air trop cool. Qui se connaissent pas, c'est mort, au bout de 10 pages ils se sont rencontrés déjà, puis ils ont une conversation, vraiment ils discutent, ils prennent un verre et tout, alors ils sont en mode détente les deux alors qu'ils sont pas censés se connaître. On ne présente personne. Et en fait, d'un sens, je peux comprendre que tu présentes pas les autres hackers parce que t'es pas censé les connaître. Mais en même temps, si à moi, lecteur lectrice, tu me présentes pas les personnages que je suis censée suivre, je fais quoi? Et à l'inverse, t'en choisis un au hasard et je dois passer 15 jours avec lui à Madrid dans sa vie quotidienne, il va à la fac, il étudie le truc d'informatique et il tombe amoureux et... J'étais en mode, mais ça m'intéresse pas. Puis j'avoue, lire les déboires d'un mec qui ronchonne parce que sa petite amie est partie à Boston et que il est triste. Après, le personnage principal qu'on suit au début, qui enchaîne clope sur clope, je vous avoue que j'avais pas besoin de ça avec cette personne dans ma vie privée. Non mais je vous avoue, à un moment donné, je veux bien faire des efforts, mais vous voyez? Donc on est sur un livre qui m'agace. Vraiment. Parce que... Et j'ai lu 83 pages. Vous voyez, il en fait 350. Enfin, genre à un moment donné, à 100 pages, c'est censé avoir démarré. Là, je soupire toutes les 3 lignes, je lève les yeux au ciel toutes les 5 lignes, et je suis obligée d'obliger mon cerveau à rester concentré sur ce que je lis, alors que le but de la lecture à ce moment-là, c'est justement de me déconnecter du reste. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est contre-productif. Donc voilà, Puis alors, vraiment, le principe de narration alternée, je n'aime pas. Vraiment, ça me fatigue. Je comprends pas c'est quoi l'intérêt des trucs de l'interview qui sont intercalés, parce que c'est pas comme si, pendant l'interview, il te présentait les personnages, il te donnait du contexte, il te disait l'objectif du groupe, ce qu'il faisait. Il fait des phrases du style « Ah, mais si on avait su, elle aurait pas fait ça. » Mais arrête en fait, vraiment ça me fatigue. Tu me dis rien et en plus tout ce que tu me dis c'est « Ah, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. » Mais dis-moi ce que tu voulais faire. Bref. C'est tout ce que j'aime pas. Vraiment, c'est tout ce que j'aime pas dans ce livre. Des espèces de faux suspens et des phrases à 2 balles. Avec aucune mise en contexte et des paragraphes entiers de narration de contemporains. Alors je vous ai lu vraiment une course folle et terrifiante dans les rues de plein de villes différentes. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce livre. Avec tout ce que j'ai dit, vous avez une bonne idée de mon opinion globale du Barclay.
Je sais pas trop ce que ça aura donné en termes de luminosité jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous avoue que ma caméra est un petit peu en train de bugger. Oui, je sais, plus ça va et plus je me dis qu'il va falloir que je réinvestisse dans une nouvelle caméra, mais bon, c'est pas forcément le bon moment là tout de suite pour moi. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.